C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette question, le drame en Libye aurait-il pu être évité? C'est en tout cas ce qu'affirme l'Organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU. Selon elle, le chaos politique dans le pays est à l'origine de l'absence de prévention. Décryptage dans un instant avec notre invité Jalal Archaoui, spécialiste de la Libye. Des eurodéputés empêchés d'entrer sur le territoire tunisien par les autorités. En cause, les propos de certains d'entre eux sur les arrestations politiques dans le pays. Des parlementaires qui ont également critiqué l'accord migratoire. Nous serons à Tunis dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous irons au Nigeria où des jeunes étudiants ont mis en place un système de compost intelligent. Objectif, mettre la technologie au service de l'agriculture. Les détails à suivre. La Libye meurtrie par des inondations dévastatrices causées par la tempête Daniel. Il y aurait des milliers de morts et de disparus. Le bilan reste difficile à établir en raison de l'ampleur des dégâts, mais aussi à cause de la crise politique dans ce pays divisé. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Jalal Archaoui, spécialiste de la Libye. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je parlais du bilan il y a quelques instants. Est-ce qu'on a une idée de ce bilan ? Oui, il y a des chiffres qui sont récurrents. Il y a ce chiffre de 10 000 disparus. Donc il s'agit de personnes dont on ne va même pas retrouver les cadavres, sans doute. Et je ne pense pas qu'il va diminuer, ce bloc de 10 000. Et il y a déjà à peu près 6 000 morts qui ont été établis d'une manière relativement certaine. Donc on est déjà en train de flirter au-dessus de la barre des 15 000. Et les officiers locaux de Derna parlent de plus en plus de 20 000. Donc il faut s'attendre à un 20 000 chiffre sur un tout petit territoire. Sur une population de 100 000, si on regarde la municipalité de Derna. Alors, je le disais dans les titres, pour éviter un tel drame, l'Organisation météorologique mondiale, qui dépend de l'ONU, dit que ce drame aurait pu être évité, ou il y aurait eu beaucoup moins de morts s'il n'y avait pas eu ce chaos en Libye, et s'il y avait une meilleure coordination dans le pays, et qu'il y avait des préventions, qu'on avait prévenu les populations et évacué les populations. Oui, là, on soulève la question de la gouvernance. Quand on a une gouvernance qui ressemble à une dictature militaire, parce que c'est le cas à l'échelle provinciale en Cyrénaïque, sous la famille du maréchal Haftar, il s'agit d'un régime un peu à l'égyptienne, voire plus dur. On centralise les décisions dans des mains militaires qui n'ont pas forcément les compétences. Et là, d'après les témoignages que j'ai, non seulement il y avait un système de messages SMS universels, c'est-à-dire qui sont envoyés à tous les résidents de la Cyrénaïque, qui ont été mis en place pour le Covid et qui ont été réutilisés dans le même sens du couvre-feu, qui consiste à ordonner la population de rester chez elle. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'évacuation, même si les officiels locaux, c'est-à-dire le maire, la police, le procureur général au niveau de la ville de Derna, ont effectivement essayé d'instituer une évacuation dans les dernières heures, mais c'est l'autorité des militaires qui a prévalu. Et d'après les témoignages que j'ai réunis, et aussi les traces sur les médias sociaux, il y a cette idée de couvre-feu qui a fait peur à la population, et c'est ce qui explique que des familles entières sont mortes ensemble, puisqu'elles étaient toutes c'est la mauvaise enfermées. consigne qui a été donnée. Dans le sens opposé, oui. Et j'espère qu'une investigation va pouvoir mettre la lumière sur ce qui s'est passé. Alors, est-ce que la crise politique a aussi un impact sur l'intervention des secours ? Oui, d'abord, il faut se souvenir que Derna n'est pas une municipalité normale, si vous voulez. Elle n'est pas intégrée dans le reste de la Cyrénaïque. La Cyrénaïque, c'est la moitié orientale de la Libye. La ville de Derna est toute particulière. Elle a été assiégée par le maréchal Haftar, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a eu une guerre urbaine à l'intérieur de Derna entre mai 2018 et janvier 2019. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une inimitié, si vous voulez, entre la population des victimes et les autorités. Et on attend aujourd'hui des mêmes autorités qu'elles se comportent d'une manière optimale dans ce processus de sauvetage. Donc il faut s'attendre à des couacs, il faut s'attendre à des aberrations et des distorsions. Alors est-ce que ces deux parties vont trouver un chemin d'entente compte tenu du contexte, ou est-ce qu'il y aura encore plus de rivalité entre le gouvernement de Tripoli reconnu par la communauté internationale et celui de l'Est du pays ? Il y a de plus en plus de signes déjà qu'il y a une entente plus étroite entre Tripoli et Benghazi. Donc il y a cette idée de dire, voilà, on est ému, il y a une émotion commune, donc on va travailler plus. Il est même question que le Premier ministre d'Abeba de Tripoli puisse visiter cette ville de l'Est, Derna. Et il ne faut pas penser que c'est une bonne réconciliation. C'est une réconciliation entre des élites qui ont démontré leur incompétence et qui veulent éviter les élections qui sont promues par l'ONU et un certain nombre de pays comme les États-Unis. Ce plan des élections est maintenant compromis
par la tragédie de Derna. Donc ce sont deux rivaux qui ont le même objectif finalement. Rester au pouvoir, oui. Alors concernant l'aide internationale, on a vu de nombreux acteurs impliqués dans la crise libyenne être au premier plan de cette aide. Et derrière ce côté humanitaire, n'y a-t-il pas une arrière-pensée ? On peut le dire déjà sur la Turquie. La Turquie était la première nation à être dans Derna. Il y a 2 jours, elle sauvait déjà des résidents qui étaient coincés vivants sous les décombres. La Turquie a pour objectif diplomatique depuis 2 ans au moins de séduire la Cyrénaïque, parce qu'elle avait fait la guerre à la Cyrénaïque dans le cadre de la guerre de Tripoli de 2019 à 2020. Mais pour des raisons économiques, elle rêve de pénétrer cette province. Et là, c'est une aubaine, c'est une occasion en or pour justement plaire à la population, se refaire une image et bâtir des liens plus étroits avec les autorités de l'Est. Et elle y réussit très bien. Elle est arrivée sur place avant la France. Merci beaucoup Jalal Archaoui, spécialiste de la Libye. Merci infiniment pour votre décryptage. Une délégation d'eurodéputés s'est vue refuser l'entrée sur le territoire tunisien par les autorités. En cause, les propos de certains d'entre eux sur les arrestations politiques en Tunisie, les critiques de plus en plus vives de certains parlementaires autour de l'accord migratoire y a également contribué. Cette décision risque d'impacter les relations entre la Tunisie et l'Union européenne. Les précisions de Lilia Blaise. C'est une première, même du temps de la dictature de Zine El Abidine Ben Ali, ça n'était jamais arrivé, selon les mots de Selima Yambou, une eurodéputée française qui a dénoncé le refus des autorités tunisiennes à laisser venir la délégation européenne. Une décision qui a été prise très tardivement, hier soir, 6 heures avant le départ de cette délégation. Alors côté tunisien, on a très peu d'explications sur les raisons de ce refus, si ce n'est les réserves à l'égard de cette délégation, des réserves exprimées par le ministère des Affaires étrangères tunisien dans un communiqué. On sait que certains députés faisant partie de la délégation avaient exprimé ouvertement lors de sessions parlementaires leurs critiques vis-à-vis des dérives, selon leurs mots, de la politique tunisienne et notamment les arrestations politiques. 2 de ces députés avaient également fait partie d'une conférence de presse en juillet dernier de parlementaires européens qui avaient dénoncé la détention arbitraire, selon leurs mots, des détenus politiques, mais aussi le sort réservé aux subsahariens dans le pays et les menaces pesant sur l'indépendance de la justice et la liberté d'expression, des opinions qui auraient offensé les officiels tunisiens. Cet incident diplomatique se déroule en pleine crise migratoire, puisqu'en moins de 48 heures, 7000 migrants sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa. Une grande partie vient de Tunisie et on sait qu'aujourd'hui les discussions entre la Tunisie et l'Union européenne portent principalement sur la lutte contre la migration irrégulière. Une enveloppe de 105 millions d'euros avait été prévue comme soutien à la Tunisie et ces modalités sont toujours en cours de discussion. Près d'une semaine après le violent séisme au Maroc, les autorités du royaume ont décidé d'intensifier leurs efforts pour venir en aide aux villages de montagne dévastés par le violent séisme qui a fait près de 3000 morts. Mais les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent 7 jours après la catastrophe. Cette grève sans précédent au Gabon, elle concerne la zone économique de Libreville. Sur le site, les employés brisent le silence et dénoncent de mauvaises conditions de travail. Les grévistes pointent entre autres les traitements humiliants et les licenciements abusifs au sein des sociétés indiennes et chinoises. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze. Près de 15 000 employés de la zone économique de Libreville sont concernés par ce mouvement d'humeur. Il dure depuis le début de la semaine. Les grévistes en appellent notamment au respect du code du travail par leurs employeurs. Les gens travaillent de 7 h à 19 h pour 5 000 francs. 6 000 francs parfois, ça varie. Pour 5 minutes de retard, on vous renvoie et on prend un nouveau à votre place alors que vous êtes censé être contractuel. Vous êtes censé être pris le matin. Donc vous rentrez directement à l'usine. Pour nos frères qui sont là, beaucoup de mes frères ici, des nos sœurs, qui ont duré au l'âme, ils ont près de 2 ans, de 3 ans même de service, même les congés sont difficiles. Et lorsqu'on donne des congés, ils ne sont pas payés. Souvent même quand tu reviens après les congés, on ne te considère plus. On te dit que tu es rallié. Cette crise est à l'origine de la paralysie des usines et ateliers de transformation locale du bois, l'un des secteurs clés de l'économie gabonaise. Il y a des éléments à court terme que nous pouvons déjà faire appliquer, tels que l'horaire de travail. Nous avons un texte qui décrit le paiement des heures supplémentaires. Les salariés ont accepté la procédure qui a été mise en place et nous avons à côté les éléments que nous pouvons mettre en place à moyen et à long terme, mais ensemble.
Encore inimaginable au sein de ce hub industriel avant la chute de l'ancien régime, ce dossier est désormais sur la table des nouvelles autorités de transition du pays. Nous vous l'annoncions hier soir, l'envoyé spécial des Nations Unies au Soudan a démissionné, déclaré persona non grata par la junte du général El-Burhan. Il ne pouvait plus se rendre sur place, très critiqué par les civils soudanais pour son incapacité à prévenir l'imminence d'un conflit. Il a livré un dernier discours au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bastien Renouille, notre correspondant dans la région, revient sur cette réunion. Lors de ce dernier discours devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Volker Perthes a dressé un portrait catastrophique de la situation au Soudan. Il a rappelé qu'il ne s'agit pas d'une guerre entre un gouvernement et des rebelles, mais bien entre deux factions rivales. Une guerre qui pourrait très bien s'étendre à tout le pays et se transformer en guerre civile totale, a-t-il dit. Il a ensuite rappelé que l'armée est responsable des bombardements qui ont fait des dizaines de morts au cours de la semaine écoulée dans la capitale Khartoum et que les forces de soutien rapide, cette milice auquel l'armée est opposée, qui contrôle une grande partie des rues de la capitale, est responsable des exactions contre les civils, des viols des femmes, des violences contre les hommes et de très nombreux meurtres de civils dans la capitale, mais aussi dans la région du Darfour, où elle s'en prend principalement à l'ethnie massalite, une ethnie qui, selon les termes employés au Soudan, est d'origine africaine, contrairement aux milices locales qui, elles, sont d'origine arabe. Les milices locales tentent de remplacer la population et de faire fuir les populations africaine. L'envoyé spécial de Antonio Guterres au Soudan a notamment rappelé que 13 fosses communes ont été trouvées aux alentours de la ville d'El Djenina, la capitale du Darfour occidental. Et donc il a appelé la communauté internationale à se mobiliser, à agir le plus rapidement possible et notamment à soutenir les groupes de la population civile qui sont essentiels pour mettre fin à cette guerre, a-t-il dit. Avant de se quitter, on part au Nigeria où de jeunes étudiants nigérians ont gagné un prix de l'innovation grâce à un système de compost intelligent. Ils font partie d'une nouvelle génération qui met la technologie au service de l'agriculture. Clarisse Fortuné. Concentré, minutieux, chaque détail est étudié avec soin. Cette équipe de chercheurs en herbe a mis au point un système de compost intelligent, capable de transformer les déchets alimentaires en engrais. Notre projet est un système de compostage intelligent. Il a été fabriqué avec une machine à broyer et à mélanger. Alors que le Nigeria est confronté à d'importantes pénuries alimentaires, l'équipe espère que son innovation pourrait avoir de profondes répercussions. Ce projet permet d'utiliser des aliments organiques tels que des déchets alimentaires, de l'herbe, des ignames abîmés, toutes sortes de déchets alimentaires en fonction du type. Il peut ensuite transformer ces déchets en compost. David Ushendo et son équipe font partie d'une nouvelle génération de Nigérians qui met la technologie au service de l'agriculture. Une génération révélée grâce à un prix de l'innovation qui récompense chaque année de jeunes scientifiques et offre une pépinière d'idées. Nous disposons de nombreux talents dans le domaine de la technologie dont l'Afrique peut tirer parti. Et notre travail consiste à les identifier, à les former et à les réintégrer dans l'économie. Cette année, David et ses camarades ont reçu le prix et un chèque de 200 000 naira, plus de 260 $ et un ordinateur portable. De quoi motiver les gagnants. C'est un encouragement pour nous au royaume de la technologie. Je vais travailler sur d'autres projets parce que c'est extraordinaire. Nous en sommes heureux. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Pour soutenir les victimes du séisme au Maroc, la Croix-Rouge française lance un appel à la solidarité. Tous les dons seront utilisés localement par le Croissant Rouge marocain. France Média Monde s'associe à cet élan solidaire. Ensemble, nous pouvons reconstruire des vies et offrir un soutien indispensable à ceux dans le besoin. Faites un don sur croixrouge.fr et aidez-nous à apporter une lueur d'espoir dans la vie des personnes touchées par cette catastrophe. Merci pour votre solidarité.